Bonjour à tous et à toutes. On continue, on enchaîne avec la table ronde suivante, toujours consacrée à la transition écologique et énergétique. Je me présente, donc Christian Chavagneux, je suis éditorialiste à Alternative économique. Toujours un plaisir pour moi de revenir à l'Université Dauphine, parce que j'y ai étudié pendant 4 années. Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole, qui était juste à la table ronde précédente, nous a dit que la finance oriente l'épargne et ses crédits vers l'économie telle qu'elle est. Et les banquiers centraux sont-ils là pour continuer à orienter leur politique pour permettre à l'économie de rester telle qu'elle est, ou bien pour inciter à la transition? J'ai été frappé par un document sorti par l'ONG Oil Change International il y a quelques semaines, disant on ne peut pas dire que les banquiers centraux ne font rien. Bien évidemment, en 2015, on l'a évoqué à la table ronde précédente, il y a eu le fameux discours de Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre à ce moment-là. Donc depuis, les banquiers centraux régulièrement sont dans le débat public pour nous dire c'est un sujet important, cette transition énergétique, cette transition climatique. Au-delà, il y a aussi de la recherche. Si vous suivez comme moi régulièrement le blog de la Banque de France, vous avez été surpris il y a une quinzaine de jours à peu près de voir qu'un blog de la Banque de France était consacré au problème de biodiversité. Oui, la Banque de France s'intéresse aussi aux questions de biodiversité. Un peu plus loin, on a les fameux stress tests, les tests de résilience. Est-ce que vous, banquiers, si demain la transition énergétique s'accélère, si demain le prix du carbone devient extrêmement fort, si demain les industries brunes auxquelles vous prêtez, vous banquiers, s'affaissent du fait de la transition énergétique, est-ce que les banques sont capables de répondre à ces changements? Mais ça reste encore, pour reprendre l'image de Philippe Brassac, est-ce que vous êtes capable de vous adapter au monde d'aujourd'hui? Est-ce que, voilà, si vous êtes brune et que la transition écologique fait que, on reste avec les stress tests dans l'idée qu'on va tester si les banques sont capables de résister à un choc climatique, mais pas d'essayer de l'empêcher. Il y a d'autres outils, pourtant, qui sont dans les mains des banques centrales, la politique monétaire, le fameux quantitative easing, la façon dont elles refinancent, prêtent de l'argent aux banquiers, etc., etc. Il y a beaucoup d'outils que, pour l'instant, il semblerait, elle n'est pas utilisée, nous dit l'ONG Oil Change International. Et puis, il y a un autre débat qui est venu se greffer sur tout ça, qui est de dire, mais attendez, qui sont ces banquiers centraux? Ce ne sont pas des gens élus, pourquoi ce serait à eux, et pourquoi eux devraient se préoccuper d'un sujet éminemment démocratique? Comment on fait la transition climatique, énergétique, à quel prix, qui doit payer, etc. Ce n'est pas à des hauts fonctionnaires de banque centrale de décider de tout ça. Vaste sujet. Et on va pouvoir en discuter aujourd'hui avec Jésabel Coupé-Soubeyran, qui est juste à ma droite, maîtresse de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et chercheuse à l'Institut Veblen. C'est elle qui a monté cette table ronde. Pierre qui est Senior Fellow au Council on Economic Policies, un ancien banquier central de la BNS en Suisse. Nous avons Yolène Fischer, qui travaille à la direction des services juridiques de la Banque de France. Donc la Banque de France est présente. Pierre-François Weber, qui est, lui, directeur au département des politiques européennes et multilatérales, Banque de France aussi. Et puis Sylvie Goulard, qui est sous-gouverneur de la Banque de France, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a envoyé une vidéo et je vous propose de commencer en écoutant les propos de Sylvie Goulard. Merci. Bonjour, je suis ravie de participer, même à distance, au printemps de l'économie. J'ai l'impression que le changement climatique a déjà commencé parce que le printemps en octobre, ce n'était pas tout à fait ma conception de la chose. Mais soyons sérieux, je vais avec joie ouvrir ce panel. Les banques centrales ont, depuis 2015, le souci de lutter contre le changement, enfin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, parce que le changement du climat pose des problèmes de stabilité de tout le système financier. D'abord, il y a des risques physiques. Chacun peut comprendre que les assureurs sont impactés lorsqu'il y a des événements comme des inondations ou des incendies. Les banques peuvent avoir aussi des clients qui ont investi dans des secteurs qui sont des secteurs condamnés à moyen terme par le changement de technologie. Donc, premièrement, la stabilité financière. Deuxièmement, les banques ont aussi à cœur de regarder, les banques centrales ont à cœur de regarder la stabilité des prix. Il est maintenant clair qu'un changement aussi profond
que le changement climatique va entraîner des modifications du prix de l'énergie, du prix des matières premières, du transport et aussi des biens alimentaires. Donc pour cette seconde raison, la Banque centrale européenne a décidé en juillet dernier, par exemple, de s'attaquer à la politique monétaire verte. Le climat étant un sujet global, la Banque de France, lors du One Planet Summit de 2017, a, avec d'autres banques centrales du monde entier, la Chine, le Maroc, le Mexique et d'autres Européens, lancé un réseau qui s'appelle le Network for Greening the Financial System, NGFS. Vous pouvez regarder sur son site son travail. Et ce réseau, qui comptait 8 partenaires au début, en compte désormais près de 100. Il permet des échanges entre banques centrales, des échanges de bonnes pratiques, de données, de méthodologies. Nous avons rédigé des manuels pour les superviseurs. Nous encourageons les banques qui y participent à tester leur propre système bancaire. Nous avons des réflexions sur la politique monétaire verte, sur les recours qui sont faits devant les juges. Donc c'est un formidable réseau d'une centaine de pays. Nous sommes très heureux désormais d'y compter aussi les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et de très grands pays du monde sur les 5 continents. Les banques centrales sont confrontées à de nouvelles frontières. Il y a quelques années, il paraissait très étonnant que les banques centrales commencent à regarder les effets du climat sur l'économie et la finance. C'est toujours par l'angle financier et économique, évidemment, que nous abordons ces questions. Il n'est absolument pas à l'ordre du jour de se substituer au gouvernement, au ministère de l'Environnement, à ceux qui décident des réglementations et des taxes. Mais sous l'angle économique et financier, oui, la crise de la Covid a entraîné une réflexion qui est en cours en ce moment au G20, sous présidence italienne, sur les risques liés à de possibles pandémies ou à la dégradation du système de santé. Récemment a été lancée à Paris la Task Force on Nature-Related Financial Risk Disclosure, c'est-à-dire c'est un groupement de personnes privées, d'organisations internationales, d'ONG, avec l'appui des pouvoirs publics, qui vise à élaborer des standards pour que les entreprises mesurent l'impact de leur activité sur la nature, sur le vivant, sur la biodiversité, et aussi l'impact des changements de climat, mais aussi liés au milieu naturel, à l'artificialisation des sols, à des désertifications ou à des changements dans les milieux marins sur leur activité. C'est un nouveau chantier qui concerne la biodiversité. La Banque de France a produit déjà un papier de recherche très intéressant. Donc ça peut paraître paradoxal, mais les banques centrales touchent désormais à des sujets de plus en plus vivants et de plus en plus au cœur de la société. Merci. Donc on a eu Sylvie Goulard à distance. On a la chance d'avoir 2 représentants de la Banque de France ici, sur le plateau. Donc je vais commencer par leur donner la parole. Yolène Fischer. Merci. Si je peux avoir le PowerPoint. Voilà, avec les slides qui vont arriver tout de suite pour qu'on ait le point de vue de la Banque de France et puis 3 points de vue de la Banque de France et 2 points de vue peut-être un petit peu plus critiques. Merci. Alors, quel est le rapport entre une banque centrale et le réchauffement climatique? Je pense qu'il y a quelques années, la réponse spontanée aurait généralement été de dire aucun. Mais le sujet a évolué très rapidement avec la prise de conscience de lien entre l'action des banques centrales et le changement climatique. Ainsi, la Banque centrale européenne a tranché pour ce qui la concerne l'été dernier en publiant le résultat de sa revue stratégique de politique monétaire. Il en ressort clairement son intention de tenir compte du changement climatique. Donc la question centrale aujourd'hui, et qui n'est peut-être pas encore complètement tranchée, est surtout de se demander jusqu'où les banques centrales ont le droit ou le devoir d'aller en matière climatique. Que peuvent-elles faire? Y a-t-il des limites juridiques à leur action en la matière? Et si oui, lesquelles? Alors je dois prendre la précaution d'indiquer que les avis, les réflexions que je vais présenter ici sont personnelles et ne reflètent pas forcément la position officielle de l'Eurosystème. Je vous propose aujourd'hui de répondre à cette question de la marge de manœuvre des banques centrales en matière de climat, mais je limiterai mon analyse à ce qui concerne l'Eurosystème. Quand je dis Eurosystème, ça vise la Banque centrale européenne, la BCE, mais aussi l'ensemble des banques centrales nationales de la zone euro. Donc pour ça, j'essaierai dans un premier temps d'expliquer pourquoi on fait désormais le lien entre d'une part le mandat, c'est-à-dire la mission des banques centrales, et d'autre part le réchauffement climatique.
Ensuite, si le sujet du climat est devenu important pour les banques centrales, ça ne veut pas dire qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent en la matière. C'est pourquoi, dans un second temps, je préciserai à quelles conditions les banques centrales de l'eurosystème peuvent agir en matière de lutte contre le réchauffement. Donc d'abord, quelques rappels sur le contenu du mandat de l'eurosystème. Le mandat de l'eurosystème, il a le mérite d'être explicite puisqu'il est posé par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'article 127. On voit que ce mandat se décompose en deux parties, mais de manière hiérarchisée. Donc d'abord, l'eurosystème s'est vu fixer un objectif principal, prioritaire, qui est de maintenir la stabilité des prix. C'est là le cœur de la mission de la BCE et des banques centrales nationales qui composent la zone euro. Mais cet objectif n'est pas le seul. Le traité demande également à l'eurosystème, à condition que ça ne porte pas atteinte à l'objectif premier de stabilité des prix, d'apporter son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. Donc ce deuxième objectif de soutien aux politiques économiques n'est qu'un objectif subsidiaire, mais il n'en est pas moins obligatoire. Alors pour que mes propos ne soient pas trop abstraits, je vais juste très rapidement indiquer comment l'eurosystème s'efforce de remplir ce mandat au quotidien. Les traités européens ne se sont pas contentés de fixer des objectifs à l'eurosystème, ils l'ont aussi doté d'une boîte à outils pour mener à bien sa mission de politique monétaire. Ainsi, les banques centrales de l'eurosystème peuvent par exemple prêter de l'argent aux établissements de crédit ou encore acheter des titres, notamment des titres obligataires, sur les marchés financiers. Alors comment ça se passe tout ça? Concrètement, c'est la BCE qui décide des instruments de pilotage et de maintien de la stabilité des prix, mais ensuite, la mise en œuvre se fait essentiellement au niveau de chaque banque centrale nationale. Par exemple, lorsqu'un établissement de crédit français a besoin d'un refinancement, c'est au guichet de la Banque de France qu'il doit venir le demander au taux fixé par la Banque centrale européenne. Alors, quel est le rapport entre la mission que j'ai décrite et le climat? D'abord, pour ce qui concerne l'objectif premier de stabilité des prix, il est clair que le réchauffement a des répercussions sur l'économie dans son ensemble et sur les prix en particulier. Ça peut être le cas, par exemple, si des sécheresses provoquent des tensions sur le prix de certaines matières premières alimentaires ou encore si des cyclones détruisent des capacités de production de certains biens. Donc, la BCE a reconnu ce lien dans son communiqué de presse de juillet dernier, dont j'ai reproduit un extrait sur la diapositive. Concernant ensuite l'objectif subsidiaire de soutien aux politiques économiques, on remarque que la finalité de ce soutien, telle qu'elle est mentionnée dans les traités, est de contribuer aux objectifs de l'Union européenne. Or, parmi ces objectifs, on trouve notamment la paix, le bien-être des peuples de l'Union, le développement durable et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Or, tous ces objectifs de l'Union que j'ai cités sont sérieusement menacés par le réchauffement climatique. Donc, dès lors que des politiques économiques menées par les États ou l'Union visent à lutter contre le réchauffement, il y a lieu pour l'eurosystème d'évaluer si un soutien de sa part est possible et pertinent. Ainsi, les liens entre le mandat de l'eurosystème et le climat existent et sont désormais largement reconnus. Ils justifient une prise en compte du climat par les banques centrales qui a déjà commencé. Mais jusqu'où peuvent-elles vraiment aller? Où doit-on placer le curseur pour rester dans le cadre du mandat? Alors, une banque centrale peut se contenter d'avoir un rôle purement curatif. Le réchauffement crée des désordres, des chocs sur les prix qu'il faut tenter d'anticiper et auxquels il faut répondre. C'est un niveau de prise en compte que je qualifierais de minimaliste. La Banque centrale n'agit pas contre les causes du réchauffement, mais uniquement contre ses conséquences sur l'économie. En fait, le réchauffement n'est traité dans cette perspective que comme un facteur parmi d'autres de choc sur les prix. À l'opposé, la Banque centrale peut ne pas se contenter d'un rôle curatif, mais décider d'agir aussi de manière plus préventive, c'est-à-dire contre les causes mêmes du réchauffement. C'est seulement dans cette hypothèse qu'elle devient l'un des acteurs de la lutte contre le réchauffement. Alors, qu'est-ce qui peut justifier une telle approche? Ça peut être la prise de conscience du fait que ses propres actions, les prêts qu'elle octroie, les achats de titres qu'elle effectue sur les marchés, ne sont pas forcément neutres à l'égard du climat.
Par exemple, si elle achète des volumes importants d'obligations émises par des entreprises fortement émettrices de gaz à effet de serre, on pourrait craindre que cela ait un impact négatif sur le climat. Or, contribuer au réchauffement, c'est contribuer à des facteurs forts d'instabilité de la monnaie et de l'économie, ce qui est contraire au mandat de l'eurosystème. Il paraît donc nécessaire d'examiner s'il est possible d'empêcher cette contribution au réchauffement et d'examiner si on peut, au contraire, encourager la transition vers une économie décarbonée. Alors, dans le cadre d'un tel rôle préventif, on peut distinguer 2 degrés d'action. Le premier degré revient à s'abstenir d'effectuer certaines opérations, par exemple en décidant de ne pas acheter des titres d'entreprises fortement émettrices de gaz à effet de serre. Le second degré est encore plus volontariste. Il s'agit pour la Banque centrale de prendre des mesures positives, c'est-à-dire qui encouragent la décarbonation de l'économie. On pourrait considérer que la BCE l'a déjà fait dans une certaine mesure lorsqu'elle a accepté de recevoir en garantie des obligations dont le taux est indexé sur des objectifs climatiques. En poussant la logique encore plus loin, on pourrait par exemple imaginer la création de prêts par les banques centrales dont les taux seraient bonifiés lorsqu'ils viseraient au financement de projets favorisant la transition vers une économie bas carbone. Il faudrait bien sûr examiner leur efficacité et leur bilan coût-avantage, mais sous cette réserve, le verdissement de l'instrument de politique monétaire que sont les prêts aux établissements de crédit serait bien conforme au mandat, puisqu'il viserait à contrer le réchauffement et donc à contenir par anticipation les effets délétères futurs du réchauffement sur les prix et l'économie. Pardon, c'est un peu révolutionnaire ça par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, non? Oui, j'ai bien dit que je me prononçais en mon nom personnel. D'accord. Et que je ne m'en tenais pas forcément à la position de l'eurosystème. Il y a toutefois des conditions, des limites juridiques à l'étendue de l'action des banques centrales qu'il est important d'avoir à l'esprit pour éviter tout malentendu sur ce qu'elles peuvent faire. D'abord, il ressort du traité que chacun doit rester dans son rôle, c'est-à-dire en respectant ses seuls objectifs et en n'utilisant que ses propres instruments. Ainsi, les principaux acteurs de la lutte contre le réchauffement sont avant tout les gouvernements et les législateurs, à eux d'adopter les réglementations nécessaires, par exemple en veillant à un prix adéquat du carbone, et de les faire appliquer. Ensuite, il peut être utile de rappeler que les banques centrales sont régies par un principe d'indépendance. Si elles agissent, c'est parce qu'elles estiment, selon leur propre analyse, que cela relève de leur mandat. Elles ne pourraient pas le faire, par exemple, au motif qu'un gouvernement l'exigerait. L'eurosystème doit aussi respecter le principe de proportionnalité. Il doit pouvoir démontrer que ces mesures sont aptes à atteindre leur but, qu'elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ce but et qu'elles ne créent pas des inconvénients supérieurs à leurs bénéfices. Un autre principe important est l'interdiction du financement monétaire, c'est-à-dire l'interdiction de prêter de l'argent aux États et a fortiori de leur faire des cadeaux. En particulier, il est interdit aux banques centrales d'acheter directement la dette des États. Par exemple, les banques centrales ne peuvent pas décider d'acheter des obligations vertes souveraines sur le marché primaire. Elles ne peuvent le faire que sur le marché secondaire et sous certaines conditions. Enfin, le traité précise que les banques centrales doivent agir conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre en favorisant une allocation efficace des ressources. C'est un principe qui est parfois brandi par ceux qui ne souhaitent pas d'action des banques centrales contre le réchauffement au motif que la liberté de la concurrence obligerait l'eurosystème à respecter ce qu'on appelle la neutralité de marché. Mais comme l'indique le traité, l'allocation des ressources doit être efficace. La Banque centrale peut tout à fait désirer s'écarter volontairement de la neutralité pour rendre son action plus efficace. Il suffit pour cela qu'elle soit en mesure de le justifier. En conclusion, on est passé d'une situation où il y a environ 5-6 ans, le sujet climat était presque inexistant dans le monde des banques centrales, alors qu'aujourd'hui, certaines d'entre elles semblent envisager de devenir des acteurs de la lutte contre le réchauffement. Alors si elles n'ont pas vocation à devenir les principaux acteurs de cette lutte, elles ont néanmoins vocation à y prendre leur part, et au vu des enjeux, j'aurais envie d'ajouter, dans toute la mesure de ce que leur permet leur mandat. Mais comme tous les acteurs de la finance durable, elles ont besoin pour pouvoir agir efficacement de disposer d'indicateurs, de données fiables. Et c'est là tout l'enjeu crucial des réglementations européennes qui sont adoptées et précisées actuellement. Merci beaucoup. Une petite question. Est-ce que vous travaillez au service juridique donc de la Banque de France? Est-ce que d'après vous, il y aurait un risque, si les banques centrales allaient vraiment plus loin dans cette voie, qu'une cour constitutionnelle locale d'un pays très producteur de charbon, par exemple, disent « Attendez, là, vous outrepassez votre mandat et je refuse ». Oui, bien sûr. En fait, il y a des risques contentieux dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'agir pour maintenir la stabilité des prix.
donc de manière subsidiaire pour soutenir les politiques économiques. Et donc la Banque centrale doit toujours être en mesure de justifier son action, voilà, et de justifier qu'elle a, enfin, de donner les raisons pour lesquelles elle a agi. Donc si elle est en mesure de justifier pourquoi elle a agi de la sorte vis-à-vis de ce pays, par exemple, la Cour de justice devrait considérer que cela ressort bien de son mandat. Dans le sens inverse, il y a, enfin, vous le savez, il y a le développement des contentieux climatiques avec des acteurs, notamment des ONG, qui estiment que d'autres acteurs n'en font pas assez pour lutter contre le réchauffement. Donc voilà, le risque contentieux existe bien, effectivement, mais dans les deux sens. Merci, cette précision importante. Pierre-François Weber. Allô, allô. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, Pierre-François Weber. Donc, je suis directeur des politiques européennes et multilatérales. J'étais aussi, jusqu'en juillet dernier, un des copilotes d'un des workstreams de la revue de la stratégie de la BCE qui portait sur le climat. Donc, je présume que c'est largement à ce titre-là qu'on m'a proposé de participer à la discussion. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est prolonger le propos de Sylvie Goulard et partir du titre de la session qui dit « Les banques centrales vont verdir leur action ». Et à cette phrase, j'ai envie de répondre ou de mettre en miroir l'affirmation suivante qui est « oui, mais pas toute seule ». J'insisterai beaucoup sur le « oui », je terminerai par le « mais pas toute seule ». Oui, les banques centrales verdissent leurs actions. Et là, j'aimerais insister sur deux choses. Oui, elles le font déjà, et oui, il y a des raisons pour qu'elles le fassent. Elles le font déjà. Elles le font déjà à trois titres. Et là, encore une fois, je vais prolonger un petit peu ce que présentait Sylvie Goulard, rebondir sur certains points que faisait Yolène. Trois titres, trois actions de la Banque centrale. Un premier titre qui est peut-être un peu obscur pour la plupart des gens, c'est attrait à la gestion financière de la Banque centrale en tant qu'institution financière. Une banque centrale, ça a un bilan, ça sert à faire de la politique monétaire, mais dans ce bilan, il y a une partie du bilan qui n'est pas monétaire. Et les banques centrales ont pris depuis plusieurs années, ont fait le choix depuis plusieurs années de faire évoluer la gestion financière de cette partie non monétaire de leur bilan. Elles le font en s'inspirant des pratiques de marché qui sont en train de se développer. Je vais citer un exemple qui est celui que je connais le moins mal, qui est celui de la Banque de France. La Banque de France, depuis 2019, a décidé de faire évoluer la gestion de ce qu'on appelle les portefeuilles pour compte propre, avec un objectif précis qui est d'en mesurer l'empreinte carbone, de piloter l'empreinte carbone, et plus précisément, et ça fait référence à des technologies de marché qui sont peut-être les plus poussées aujourd'hui, à aligner 2 degrés ces portefeuilles financiers. La Banque de France le fait, elle n'est pas la seule, d'autres banques centrales ont pris le même pli, la Banque centrale des Pays-Bas, la Banque d'Angleterre. En tout cas, c'est un mouvement qui est en train de s'esquisser. Sylvie Goulard mentionnait le NGFS. Le NGFS a contribué à faire prendre conscience de la nécessité de se pencher sur cette partie non monétaire du bilan des banques centrales pour le faire évoluer. Deuxième champ d'action dans lequel les banques centrales font déjà des choses, la supervision. Là, un élément vraiment moteur dans la discussion, ça a été le développement du NGFS, ce réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du système financier, dont un des produits phares, un des efforts collectifs phares, ça a vraiment été de construire des scénarios qui soient utilisables par des superviseurs. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails. Ce qui compte quand on veut mesurer la résistance d'un système financier, c'est de disposer de scénarios macroéconomiques pour faire des stress tests, pour choquer des variables économiques dans des modèles. Quand on parle du climat, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas de modèle climatique. On a des scénarios climatiques, et donc il faut faire des choix sur les types de scénarios qu'on veut tester. Ce que le NGFS a fait, ça a été d'identifier certains scénarios pertinents qui s'inspirent directement de la science climatique et de les transformer en des scénarios macroéconomiques et en des scénarios financiers. Le NGFS a publié en juin dernier une panoplie de scénarios qui sont vraiment ouverts au grand public, disponibles pour les superviseurs, pour les acteurs de marché éventuellement, pour mener des tests de résistance. Ces scénarios sont imparfaits, ils sont en cours d'évolution. Vous avez entendu que le GIEC va publier
en janvier-février prochain des nouveaux scénarios climatiques mis à jour avec les dernières données de la science. Ce que le NGFS fera l'an prochain, c'est de mettre à jour ses propres scénarios qui, encore une fois, s'appuient sur ces scénarios climatiques pour les mettre à jour et les mettre à disposition des autorités prudentielles. Je vais donner à nouveau un exemple qui est celui que je connais le moins mal, la Banque de France, qui est non seulement banque centrale, mais aussi autorité prudentielle, à travers l'ACPR. La Banque de France a publié en mai dernier le premier stress test. Alors c'est un petit abus de langage parce que stress test a une définition réglementaire précise. Ce n'est pas exactement un stress test, mais par simplicité, appelons ça un test de résistance du secteur financier français. Donc premier stress test à notre connaissance qui a été fait sur un système financier développé, à la fois les banques et les assurances, et au risque d'être un petit peu technique, à la fois les risques physiques associés au changement climatique, mais aussi les risques de transition, l'évolution des politiques de transition, l'évolution du prix implicite du carbone. Je ne vais pas rentrer dans les détails des résultats. Un des messages nets qui en ressort, qui peut paraître une évidence, mais c'est mieux quand on peut le montrer, c'est que plus la politique de transition est lente, retardée, désordonnée, et plus le choc sur le système financier est brutal. Dernier élément, alors d'autres banques centrales ont fait des tests de résistance depuis. La BCE a publié il y a quelques jours les résultats de son propre test de résistance. Je le mentionne parce que, pour faire toucher du doigt que c'est vraiment work in progress, comme on dit en très mauvais français, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches possibles. Et ce qu'a fait la BCE est différent de ce que la Banque de France a fait. Donc c'est vraiment un chantier sur lequel les efforts doivent continuer pour développer des méthodologies qui soient aussi robustes que possible. Dernière action, dernier domaine d'action dans lequel les banques centrales sont à l'œuvre, et c'est l'éléphant dans la pièce, la politique monétaire. La grande majorité du bilan d'une banque centrale sert à faire de la politique monétaire, évidemment. Là, je vais reprendre mon ancienne casquette de copilote d'un des chantiers de la revue de la stratégie sur le climat. Sylvie Goulard le mentionnait, en juillet dernier, la BCE a publié les résultats de ce travail qui a duré 1 an et demi. Et l'une des conclusions fortes, ça a été de dire, ce que Yolène rappelait, oui, ça fait partie de ce qu'il faut qu'on regarde très attentivement, c'est cœur de business. Et non seulement j'affirme cette idée-là, mais en plus, je développe un plan d'action. Le plan d'action qu'a élaboré la BCE, donc au fil de cette année et demie de travail, porte, si vous le regardez attentivement, il est public, il est même disponible en français, il porte de facto sur l'ensemble des dimensions de la politique monétaire. Donc il n'y a rien qui échappe sous un angle opérationnel au prisme climatique du point de vue de la politique monétaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 6, il y en a un peu plus d'ailleurs, de ces différents pans du plan d'action. J'inciterai simplement sur quelques-uns parce qu'ils sont vraiment importants et ça renvoie aussi à vous, les étudiants, les professeurs, les chercheurs. Il y a un pan d'action qui porte vraiment sur la modélisation. Le changement climatique, c'est très complexe. L'effet sur la macroéconomie, c'est complexe. L'effet sur les systèmes financiers, c'est complexe. Je pense que Pierre ne me contredira pas. Des choses sont possibles, sont faisables, mais c'est un vrai enjeu. Ce que fait une banque centrale quand elle fait de la politique monétaire, c'est de modéliser l'évolution de l'économie à un horizon de 3 à 5 ans. Les modèles climatiques, ils sont à 30, 50, 100 ans. Il y a un vrai enjeu de réduction de l'horizon et d'amélioration, d'évolution des modèles qu'utilise une banque centrale. Autre pan du plan d'action publié par l'Eurosystème, imposer, au moment où les données seront disponibles, des exigences sur les, alors ça devient un peu technique, je m'en excuse, sur les titres, sur les actifs que la Banque centrale prend en garantie quand elle fait des opérations de crédit de politique monétaire ou sur les titres qu'elle achète dans le cadre des programmes d'achat. Également des efforts en matière de statistiques. Les données, enfin on y reviendra sans doute, les données, c'est un vrai enjeu quand on parle du climat et de la gestion correcte du climat. Et puis, gestion des risques. De la même manière que les autorités prudentielles développent des outils de test de résistance appliqués aux banques privées, aux assurances privées, l'Eurosystème a décidé de mieux comprendre sa propre exposition aux risques climatiques et donc va faire un test de résistance sur son bilan. Je mentionne l'Eurosystème parce que c'est ce que je connais le moins mal. D'autres banques centrales vont dans la même direction. Vous avez peut-être vu que la Banque d'Angleterre, avant l'été, a publié un papier consultatif qui décrit ce que pourrait être son approche pour verdir son programme d'achat de titres d'entreprise.
Je m'arrête là sur le oui, les banques centrales font déjà des choses. J'aimerais insister sur oui, elles ont raison de faire ces choses-là. Alors je ne reviens pas sur ce que Yolène a expliqué 20 000 fois mieux que moi je saurais le faire sur les raisons juridiques qu'il y a à faire. J'insisterai juste sur 2 points. Il y a un enjeu financier, il y a un enjeu en termes de risque. Une banque centrale, je vous l'ai dit, c'est une institution financière qui gère du risque, qui prend du risque sur son bilan. Elle n'en prend pas de la même manière qu'une institution privée, elle le fait même plutôt de manière un peu contracyclique, mais néanmoins elle prend des risques, elle a besoin de maîtriser ces risques. Et le risque climatique, c'est du risque financier. Ça, c'est un des messages, c'est une des conclusions fortes du NGFS, qui fait consensus dans la communauté des banques centrales, qui participent au NGFS. Et donc, sous cet angle-là, il est important que la Banque centrale, l'eurosystème, développe des outils pour mieux mesurer ces risques et mieux les gérer. Une autre raison sur laquelle j'aimerais insister, sur pourquoi il est légitime pour les banques centrales de s'en occuper, c'est évidemment l'enjeu macroéconomique. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Je vous renvoie à un document qui est peut-être un peu long, il fait 192 pages. C'est le document qui a été publié fin septembre par la BCE, qui est vraiment le fruit des travaux qui ont été menés depuis 1 an et demi dans le cadre de la revue de la stratégie. Et je vais sortir certains éléments de ce long papier, de ce long travail pour y insister. Il vous reste 2 minutes. Oui, mais j'ai quasiment fini. Un des messages qui sort de ce travail, c'est tous les canaux de transmission de la politique monétaire sont potentiellement touchés par le changement climatique. Et donc là, on touche vraiment au cœur de la politique monétaire. On a besoin de comprendre ce que fait le changement climatique sur l'efficacité de la transmission de la politique monétaire. Autre point que je ressors de ce travail d'1 an et demi, alors c'est pareil, ça devient un peu technique, mais très probablement, le changement climatique, les chocs climatiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient de transition, vont influencer ce qu'on appelle le taux d'intérêt naturel, qui est un point de référence pour déterminer si la politique monétaire est accommodante ou plutôt restrictive. Donc l'évolution du taux d'intérêt naturel est en jeu quand on parle de changement climatique. Et ce qui peut paraître un peu technique est extrêmement crucial parce que ce qui est derrière cette question technique, c'est les marges de manœuvre dont dispose la Banque centrale. Changement climatique égale incertitude accrue sur l'évolution du taux d'intérêt naturel, égale incertitude accrue pour la Banque centrale sur l'identification de sa marge de manœuvre quand elle mène la politique monétaire. Dernier point que j'aimerais sortir de ces travaux d'1 an et demi, la transition climatique, plus elle est retardée, plus elle est désordonnée et plus elle expose la Banque centrale à un arbitrage plus difficile entre stabilisation des prix, stabilisation de l'activité. Et là, je vous renvoie à des simulations qui ont été faites pendant cette année et demie et qui montrent très bien ce phénomène-là. Plus la politique de transition est désordonnée, plus le choc d'inflation est fort, plus le choc de croissance est fort et plus la Banque centrale est dans une situation compliquée. Je termine en disant 2 choses. Le mais n'est pas toute seule. Je pense que ça apparaît dans ce que je viens de vous dire. Les banques centrales font beaucoup de choses, mais elles ont besoin d'un certain nombre d'informations. Elles ont besoin de données. Elles ont besoin de reporting standardisé, imposé aux entreprises, imposé aux institutions financières. Elles ont besoin d'indicateurs. Il en existe à foison et il est très difficile de les faire converger. Elles ont besoin aussi d'un dispositif réglementaire un peu stabilisé, un chiffre. Il se trouve que dans mes fonctions actuelles, je participe à des travaux du G20, comme mentionnait Sylvie Goulard. On dénombre dans le monde environ 200 systèmes de reporting ESG, donc avec une composante climat. 200 dans le monde. Vous imaginez quand vous êtes une firme multinationale, ce que ça peut impliquer comme complexité. Donc il y a un vrai enjeu de convergence, de simplification des normes de reporting. Donc ce sont des chantiers qui sont lancés au G20 et qui vont avancer probablement à marche forcée. Dernier point, pas toute seule. Sylvie Goulard l'a dit et il faut le redire, les banques centrales ne se substituent pas, ne peuvent pas se substituer à des actions résolues des autres politiques publiques. Le prix du carbone, ce ne sont pas les banques centrales qui le fixeront. Ça dépend d'une action des autorités. Qu'il soit explicite, qu'il soit implicite, peu importe. Mais on a besoin d'un prix du carbone. On a besoin surtout de prévisibilité et de crédibilité en tant que banque centrale pour faire notre boulot. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc on a un discours assez général qui consiste à dire les banques centrales, bien évidemment, ne sont pas les seuls acteurs publics qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Néanmoins, elles se sont déjà saisies du sujet. Elles font des choses, work in progress, pour ce qu'elles pourraient faire d'autres. Elles continuent à travailler. Isabelle Coupé-Soubeyran, ce bilan, il vous va ? Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, on a eu 3 interventions là, de
banquiers centraux, d'accord, on va dire, avec une casquette de juriste, une casquette peut-être plus économiste. Et puis Sylvie Goulard, et ce qu'on entend, ce sont quand même des mots très favorables à la lutte contre le changement climatique. Et ça veut dire qu'il y a un véritable changement de discours au sein des banques centrales. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Si on avait invité Sylvie Goulard, Jolande Fischer et Pierre-François Weber, il y a ne serait-ce que, allez, on va dire 2 ans, vous n'auriez pas dit du tout la même chose. Et donc ça témoigne d'une prise de conscience, d'un changement de discours. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la conception de ce panel, il me semblait très intéressant d'accentuer la présence des banquiers centraux pour précisément bien faire sentir ce changement de discours. Je sens qu'il va y avoir un mais. Peut-être. Oui, il va y avoir un mais, effectivement, parce que dans l'intervention de Pierre-François Weber, on peut avoir le sentiment que les banques centrales en font beaucoup. Moi, je pense que pour le moment, elles parlent beaucoup, elles disent beaucoup, elles prononcent des mots très favorables à la lutte contre le changement climatique, mais pour autant, il y a une grande timidité dans les actes. Donc il y a un décalage pour l'instant entre le discours et puis les actes. Mais cela étant, je ne veux pas sous-estimer l'importance du changement de discours. Il me semble tout à fait important qu'aujourd'hui, les banques centrales, quasiment toutes les banques centrales de la planète, reconnaissent que le marché est en échec face au risque climatique. Cette défaillance, elle est présente assez souvent dans les mots de Christine Lagarde, dans les mots d'Isabelle Schnabel, et même si on traverse l'Atlantique, quand on écoute Laëlle Brennart, elle tient exactement le même discours et ça influence celui de Jérôme Powell. Donc ça c'est très important. C'est très important parce que ça veut dire que plus aucun banquier central aujourd'hui ne peut s'abriter justement derrière ce fameux principe de neutralité de marché, de neutralité monétaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire qu'en reproduisant le marché, on va contribuer à l'allocation efficace des ressources, parce que la défaillance du marché en matière climatique est désormais reconnue par les banques centrales. Donc ça me semble vraiment important. Et autre élément très important qui ressort dans l'intervention de Sylvie Goulard, comme dans celle de Jolande Fischer, ça a été dit aussi un peu par Pierre-François Weber, il n'y a plus vraiment de débat aujourd'hui autour de la question de savoir si le climat, c'est l'affaire ou non des banques centrales. Alors bien sûr, après on peut nuancer, on peut dire que ce n'est pas que l'affaire des banques centrales, et tout le monde est d'accord avec ça, mais il n'y a plus vraiment de débat, comme il pouvait y en avoir il y a encore assez peu de temps finalement, il y a encore 1 an, on lisait des tribunes disant que les banques centrales, ce n'était pas leur job de s'occuper du climat. Aujourd'hui, ce que font ressortir les banques centrales, c'est que le changement climatique, c'est non seulement un problème du point de vue de la stabilité financière, du point de vue de la stabilité économique et du point de vue de la stabilité monétaire. Ça a été dit à plusieurs reprises. En fait, des événements climatiques dramatiques vont nécessairement avoir une incidence sur les prix des matières premières, sur les prix de l'énergie, sur les prix de manière générale. Et donc, c'est là le cœur du mandat en fait, des banques centrales qui potentiellement est affecté par le changement climatique. Donc il n'y a plus de sujet autour de la question de savoir si c'est l'affaire ou non des banques centrales. Oui, c'est l'affaire des banques centrales puisque le risque climatique va affecter leurs 3 objectifs. Leur objectif principal, la stabilité monétaire, mais également, bien sûr, la stabilité économique et bien sûr, la stabilité financière. Et c'est d'ailleurs encore beaucoup sous l'angle de la stabilité financière que les banques centrales et les superviseurs de la planète se saisissent du sujet. Alors c'est une bonne chose, mais ça peut poser aussi problème, parce que au fond, les banquiers centraux, comme les superviseurs, s'enferment un peu dans une approche qui consiste à dire, bon, on va essayer de quantifier très exactement quelles sont les pertes financières qui vont résulter du changement climatique. Donc le gros travail d'ailleurs du NGFS qui a été mentionné à plusieurs reprises, c'est d'évaluer très finement, avec des outils très sophistiqués, les risques financiers induits par le changement climatique.
Bon, moi j'ai un peu peur, si vous voulez, quand même qu'en s'enfermant dans ce genre d'approche, on en soit toujours à constater finalement que, bah oui, c'est work in progress, et puis on fera mieux la prochaine fois, parce qu'on aura un outil encore plus sophistiqué la prochaine fois, et puis qu'en attendant, eh bien, on n'agisse pas. C'est un petit peu ça, me semble-t-il, le défaut de l'approche par les risques dans laquelle est quand même assez largement enfermé aujourd'hui ce réseau de banques centrales et de superviseurs. Et c'est dommage parce que il me semble que ce qui a permis de bien montrer la présentation de Jolene Fischer, c'est que l'espace d'action des banques centrales est large. Et même sans interroger les limites du mandat, parce que moi, souvent, j'ai cette tendance-là à essayer de dépasser un peu les limites du mandat quand je parle de ce sujet, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, d'accord ? Même en restant à l'intérieur du mandat. Ce que nous a montré Jolene Fischer, c'est qu'en fait, l'espace d'action est très large. Et Pierre-François Weber a zoomé sur des avancées, certes, sur des outils qui verdissent, mais ce zoom nous fait perdre, me semble-t-il, justement la vision de cet espace large du mandat qui est loin d'être exploité aujourd'hui. Alors, en fait, ce qui va verdir, ce sont les outils, ce sont les indicateurs, ce sont les fameux stress tests. Alors, effectivement, c'est très bien d'injecter du risque climatique dans les scénarios macroéconomiques stressés pour évaluer combien vont perdre les banques, est-ce qu'elles seront en capacité de résister ou pas. Mais si ça s'arrête là, si on sait juste combien on va perdre et si on ne fait rien pour ne pas perdre, bah, il se passe rien. Enfin, si, il se passe quelque chose de dramatique, c'est que la planète continue de se réchauffer et qu'on ne fait rien contre. Donc, pour l'instant, c'est ça qui va verdir, et c'est beaucoup plus ça que les opérations de politique monétaire en tant que telles. Or, eh bien, ces opérations de politique monétaire, elles pourraient verdir plus résolument. Donc, ce qui pourrait verdir, ce sont les refinancements que les banques obtiennent auprès de la Banque centrale. Ça pourrait être conditionné à leur implication dans le financement de la transition écologique. On n'y est pas dans l'annonce, donc dans le volet écologique de la révision stratégique de la Banque centrale européenne. On n'est pas du tout sur le verdissement des conditions de refinancement. On n'est pas du tout dans une sorte de transposition de ce qu'on appelle les TLTRO, ces refinancements de long terme avec une conditionnalité aujourd'hui sur le maintien de l'encours de crédit. On n'est pas du tout dans la transposition de ça au niveau climatique, en disant aux banques, bon, vous venez vous refinancer au guichet de la Banque centrale, et si la part de verre progresse à votre bilan, eh bien, vous bénéficierez de conditions aussi attractives que celles qu'on vous propose aujourd'hui. On n'en est pas du tout là. Alors effectivement, ce qui va verdir un petit peu, ce sont les collatéraux, c'est-à-dire les actifs, les titres que la Banque centrale prend en garantie dans ses opérations de refinancement, ainsi que les titres privés qu'elle achète, parce qu'elle introduit à ce niveau désormais des critères de reporting. Mais bon, là aussi, si vous voulez, il ne faut pas surestimer le progrès. C'est-à-dire qu'introduire des critères de reporting dans l'éligibilité des titres pris comme garantie ou des titres privés achetés par la Banque centrale, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à vérifier simplement qu'il y a bien eu report de communication de l'empreinte carbone, mais si l'empreinte carbone est mauvaise, bah, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que le titre peut être pris quand même. Donc, il faut aller plus loin que cela. Par ailleurs, il n'y a pas du tout, pour le moment, alors au-delà de l'intégration de ces critères de reporting dans les achats de titres privés, il n'y a pas de quantitative easing vert. Le gros des achats de titres ne sont pas des titres privés, ce sont des titres publics. Alors, j'entends bien que c'est sans doute très difficile pour la Banque centrale de s'engager en l'état actuel de son mandat à verdir les achats de titres publics, parce que ça impose quoi? Ça impose finalement d'aller discuter avec les États, de s'entendre sur un programme
d'investissements verts, d'emprunts pour financer ces investissements verts et d'intervention de la Banque centrale pour acheter ensuite, sur le marché secondaire, pour respecter son mandat, les titres émis pour financer ce programme. Et vous voyez qu'en fait, si on installe ce dialogue entre la Banque centrale et les États, bon, le principe d'indépendance commence à être un petit peu interrogé. Donc, c'est plus difficile d'aller vers cela. En attendant, c'est vraiment en allant vers cela qu'on pourrait avoir un verdissement important de la politique monétaire. J'ai 2 minutes encore ou pas? Ouais, ok. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi tant de conservatisme des banques centrales? Pourquoi est-ce qu'elles n'y vont pas plus franchement? Qu'est-ce qu'elles ont à perdre ou à craindre en s'engageant davantage dans la lutte contre le changement climatique? Est-ce que ça ferait perdre de l'efficacité en matière de politique monétaire? Alors ça, c'est un petit peu ce que le NGFS quand même glisse dans ses évaluations des options de verdissement de la politique monétaire. On a l'impression que quand le NGFS analyse les options disponibles, il met un peu en balance le verdissement de la politique monétaire et puis l'efficacité de la politique monétaire. Mais est-ce qu'on parle de l'efficacité de la politique monétaire actuelle? J'aimerais bien qu'on organise un débat sur l'efficacité de la politique monétaire actuelle. Ce sont des liquidités qui soutiennent beaucoup à court terme la sphère financière, pas autant la sphère réelle, qui fait peser des risques financiers à moyen terme, qui compromettent l'objectif de stabilité financière des banques centrales. Ça creuse aussi les inégalités, il y a des effets distributifs qui sont énormes. On n'en parle pas du tout de ça, et puis on nous dit, attention, il ne faut pas que ça verdisse trop vite, parce que si ça verdit trop vite, eh bien, la politique monétaire va perdre en efficacité. Bon, et pour terminer sur un autre petit point curieux aussi, je trouve, dans les analyses du NGFS, quand il se penche sur les options de verdissement, on a l'impression qu'en fait, le principal risque encouru par les banques centrales, si elles verdissent leur action, c'est un risque de contentieux qu'elles subiraient de la part des banques ou des entreprises qui verraient leur accès au financement ou au refinancement restreint par le verdissement. Alors qu'en fait, le plus grand risque en la matière pour les banques centrales, et c'est plutôt celui que soulignent les ONG d'ailleurs, c'est plutôt un risque de responsabilité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le risque d'être attaqué en justice en étant tenu pour responsable du changement climatique, en n'avançant pas suffisamment dans la réorientation des flux financiers. Donc voilà, on peut voir évidemment le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, on m'accusera peut-être de voir le verre à moitié vide. Je trouve qu'il y a un vrai changement de discours, il y a un gros décalage entre les mots et les actes, que l'espace d'action de la Banque centrale est large. Dans le cadre de son mandat, elle peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'elle fait aujourd'hui. Et si après on s'autorise à aller au-delà du mandat, eh bien là, il y a vraiment les moyens, en fait, en mettant le pouvoir de la Banque centrale au service du financement de la transition, de changer les choses. Mais ça, c'est sujet tabou. Merci. Voilà. Donc j'ai noté des banques centrales sur le sujet de l'éverdissement timides, conservatrices, elles ne vont pas assez loin, elles n'ont pas la bonne méthode, elles n'ont pas les bons outils. Faute de réchauffer l'amphi, au moins on commence à réchauffer le plateau. Pierre Monin. Je suis dans une position assez difficile de parler en dernier parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par les différents intervenants. Je vais essayer d'avoir une position un peu plus internationale. Vous êtes beaucoup penché sur la BCE. Je me permets de regarder un petit peu ce qui se fait aussi ailleurs. Je crois qu'une chose qui est claire maintenant pour tout le monde et aussi pour les banques centrales, c'est que les banques centrales peuvent verdir ou décarboner, selon le terme que vous préférez, leur politique monétaire. Et ça, elles peuvent le faire en décarbonant ou en verdissant leurs opérations de politique monétaire. En fait, la façon dont elles mettent en œuvre leur politique monétaire. Ça se fait à travers des opérations sur les marchés financiers. Il y a plusieurs types d'opérations que les banques centrales utilisent pour faire cela. Elles peuvent acheter des actifs, elles peuvent refinancer les banques, comme on a dit, en acceptant un collatéral, ou certaines banques centrales ont aussi des politiques de taux de change. Et elles achètent donc elles ont des réserves de taux de change qui sont aussi des actifs
en monnaie étrangère. Donc, ce que le NGFS a bien montré, je crois que Pierre-François, vous avez participé à ce travail, c'est que toutes ces opérations de politique monétaire que les banques font peuvent être à divers degrés décarbonées ou rendues plus vertes. Donc ça, je crois que c'est dans un document du NGFS, toutes les banques centrales sont d'accord qu'on est capable de le faire, que c'est possible de le faire, qu'il y a des options pour toutes les opérations que les banques centrales font. La question, c'est est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que les banques centrales le font actuellement? Objectivement, les banques centrales en parlent beaucoup. Et là, de nouveau, le discours a totalement changé par rapport à il y a 3 ou 4 ans. Il y a vraiment un intérêt et une recherche qui sont... où je crois que là, on peut féliciter aussi les banques centrales d'avoir travaillé si vite dans ce domaine, et d'avoir vraiment regardé la thématique en profondeur. Mais il y a très peu de banques centrales qui agissent concrètement. J'ai un exemple, je crois le plus frappant, c'est la Banque d'Angleterre actuellement, qui a vraiment annoncé qu'elle allait aligner son programme d'achat de titres privés sur un objectif net zéro pour cette année. Il y a la Banque du Japon qui vient d'annoncer un programme de refinancement des banques alignées, qui intègrent des critères environnementaux, mais à part ça, il n'y a pas vraiment eu d'action très décisive. Et la BCE a annoncé un plan de route, et là on peut le critiquer. Je pense qu'il y a un gros point qui est manquant dans ce plan, c'est les opérations de refinancement qu'a évoqué Yolène et aussi Isabelle, les TLTRO. Ça, c'est actuellement, je pense, le plus gros programme de la BCE, en tout cas le plus gros programme qui agit directement sur l'économie privée, sur les entreprises. Le programme d'achat d'actifs privés est relativement petit par rapport au TLTRO, et là, il n'y a jamais eu de discussion sur la possibilité de verdir ce programme-là, et je pense que ça c'est un manque dans le programme actuel. On peut aussi parler des délais de mise en œuvre. Moi je trouve ce programme, enfin, je pense qu'on aurait pu couper les deadlines par 2 à chaque fois et avoir des projets sur 1 année et demie, 2 ans au lieu de 3-4 ans. Je crois que là, un point vraiment critique pour tout le monde, c'est la façon dont on interprète les données. On a des données actuellement sur le risque, sur l'alignement des banques ou des entreprises sur la transition. La question pour les banques centrales, c'est de se dire, est-ce que je peux déjà utiliser ces données telles quelles, ou est-ce que je dois attendre plus longtemps pour avoir des meilleures données? Et la réponse à cette question, en fait, va conditionner l'action des banques centrales. Nous pensons que, et d'autres personnes comme Frank Elderson à la BCE disent qu'il vaut mieux agir sous des données imparfaites, mais d'agir maintenant et de les utiliser. Vous avez d'autres personnes, par exemple les banques commerciales, donc les banques internationales, qui disent non, les banques centrales ne peuvent pas encore utiliser les données actuelles pour prendre des décisions. Et là, c'est un point crucial où, à un moment donné ou à un autre, les banques centrales devront faire le pas et dire on a assez de données, les données sont assez précises pour qu'on puisse agir. Une autre question qui est débattue, c'est ce que Yolène a montré. Est-ce que la Banque centrale doit être prudente, enfin se concentrer sur l'aspect curatif ou sur l'aspect préventif? Je pense qu'il y a un consensus en Europe pour en tout cas s'attaquer à l'aspect curatif, en tout cas protéger son bilan, le bilan de la BCE des risques climatiques. Moi, j'aimerais que les banques centrales aient une action plus préventive. Dans le cas de la Banque centrale européenne, à mon avis, cette action préventive est justifiée par les traités. Yolène l'a bien montré, il y a un deuxième objectif à la BCE, donc là, il n'y a pas trop de débat. Pour les banques centrales dans le monde où il n'y a pas ce deuxième disons, mandat,
Je pense que les banques centrales ont quand même tout intérêt pour avoir un aspect préventif, parce que le scénario de transition, c'est le meilleur des mondes pour leur travail, en fait. C'est en ayant une transition qu'on va minimiser les chocs sur l'économie et les chocs sur les systèmes financiers. S'il n'y a pas de transition, le travail des banques centrales pour gérer la stabilité économique et financière va être beaucoup plus difficile. La BCE l'a montré très clairement. Le scénario de ce qu'ils appellent un hothouse world, c'est le scénario le plus dangereux pour la stabilité du système financier. Et donc, pour garantir la stabilité du système financier, il y a tout intérêt à supporter, à aider la transition, voire à la provoquer. Et là, je pense que c'est dans l'intérêt des banques centrales et de leurs objectifs propres d'avoir une action un peu plus préventive et d'aider à la transition. Et là, on peut aussi inclure les régulateurs financiers. Les régulateurs financiers ont le même objectif, un objectif de stabilité du système financier. Et les régulateurs financiers pourraient très bien utiliser la régulation financière pour guider et aider le système financier à se diriger vers une transition, à financer une transition, parce que la transition, c'est le scénario qui va minimiser les risques pour tout le monde et qui va en fait leur permettre d'atteindre leur mandat. Peut-être juste pour terminer, depuis toujours, quand je parle à des banquiers centraux de ce qu'ils peuvent faire pour le climat, et de nouveau les positions ont beaucoup évolué, la réponse que j'ai à tous les coups, c'est de dire oui, mais il faut une taxe carbone, c'est le prix, c'est le prix du... il faut que les gouvernements introduisent une taxe carbone, c'est pas notre rôle à nous. Là, il faut être clair. Bien sûr, la taxe carbone, le prix du carbone, c'est la solution idéale. Et c'est la solution qui aura le plus d'impact, et c'est le rôle des gouvernements de le faire. Maintenant, imaginez qu'une taxe carbone va résoudre tous les problèmes de la transition, ça existe que dans les livres de théorie économique. Si on veut avoir des politiques cohérentes pour la transition, il faut que tous les acteurs jouent leur rôle. Et là, c'est clair que ce que vont faire les banques centrales, ça ne va pas être aussi efficace que ce qu'est une taxe carbone. Par contre, il faut tirer à la même corde, dans la même direction. Et je pense que c'est l'addition de toutes les politiques en faveur de la transition qui va pouvoir générer cette transition. Et là, les banques centrales ont un rôle à jouer, un rôle accompagnateur peut-être, pas un rôle décisif, mais ce rôle à jouer, elles doivent le jouer pour moi. Merci beaucoup. Il nous reste tout juste 2 minutes. Je voudrais quand même laisser aux banquiers centraux le soin de répondre. 1 minute, Janet Fischer, à toutes ces critiques à répondre. Peut-être pour nuancer, effectivement, j'ai indiqué que le mandat est large dans le sens où il permet beaucoup de choses. Après, j'ai aussi mentionné une réserve, c'est-à-dire sous réserve d'un examen de l'efficacité, d'éventuelles priorisations, etc. Donc voilà, je voudrais juste apporter cette nuance peut-être sur ce que peuvent faire les banques centrales. Merci. Pierre-François Weber. Il me faudrait 2h30 pour répondre. On fera une autre table ronde. Ouais, très rapidement, en 45 secondes, peut-être pour réagir sur certains points. On cherche à quantifier ce que fait le changement climatique pour la politique monétaire. Je vois mal qu'on puisse être contre cette idée-là. Objectivement, quand on fait de la politique monétaire, je suis le premier à dire que ce n'est pas une science, c'est un art. Il y a toute une série d'incertitudes. Néanmoins, on fait ça aussi rigoureusement que possible et c'est important pour la crédibilité de ce qu'on fait. Donc quantifier me paraît assez nécessaire. Après, le point que soulevait Pierre et auquel je souscris, qui est aujourd'hui on dispose de données, elles nous permettent d'imaginer un certain nombre de choses. Ça, moi, j'en suis très convaincu. Il se trouve que j'ai plongé dans les données pendant quelques mois, je les ai triturées dans tous les sens. Il y a des données. Après, pour développer un dispositif vraiment robuste, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Donc on peut faire des choses, on ne peut pas tout faire. C'est ça mon message. NGFS qui dirait ou qui mettrait en premier l'efficacité de la politique monétaire par rapport au verdissement. Alors je pense que ça c'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture parce que ce qu'on a fait au NGFS, et il se trouve que j'étais un peu à la manœuvre dans cette histoire,
c'était de prendre la question de l'efficacité, non pas au sens de la politique monétaire de façon très générale et abstraite ou macroéconomique, c'était vraiment en termes opérationnels. Quand on fait des opérations de politique monétaire, on a besoin de collatéral, on a besoin de contrepartie. Et si on imagine des mesures restrictives, probablement, adossées à des critères climatiques, on va dire ça de manière très générale, le risque, c'est qu'on restreigne les contreparties avec lesquelles on fait des opérations, le collatéral qu'on peut mobiliser, les titres qu'on peut acheter, et donc rendre opérationnellement la mise en œuvre de la politique monétaire plus compliquée, la rendre moins efficace. C'est uniquement sous un angle opérationnel. Ça, je pense, c'est à peu près pas contestable. Après, il y a des nuances. Ça dépend du type de mesure qu'on imagine, ça dépend de plein de choses. Et peut-être un dernier point, les délais. Encore une fois, Frank Elderson le dit, le gouverneur de la Banque de France l'a dit, pour un certain nombre d'actions, on dispose de données. Il se trouve que l'Europe et l'eurosystème agit dans le cadre des règles européennes, développe toute une série d'infrastructures de reporting. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez peut-être des informations, des cours sur le sujet. Il serait difficile pour l'eurosystème de s'affranchir complètement de cet agenda politique et réglementaire qui va l'aider à faire un certain nombre de choses. Alors, certes, le plan de travail, il est à 4 ans. Il se trouve quand même que les travaux ont véritablement commencé, qui sont hyper rapides. Et j'aimerais revenir sur un point pour donner une idée qu'on va faire des choses. Verdissement des programmes d'achat privés, les titres d'entreprise. Le jour où on dira que pour acheter des titres, il faut qu'on dispose de l'information carbone et qu'on fera évoluer la composition carbone du programme d'achat, je pense que ça aura un vrai effet. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Le printemps de l'économie, ça reprend à 14h.